Dubaï est devenue l'une des destinations les plus prisées au monde, l'une des villes les plus développées au monde, une ville qui accueille des millions de touristes chaque année. Pourtant, quelques décennies plus tôt, Dubaï ne figurait même pas parmi les 100 premières destinations. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et quelles leçons tirer en tant qu'Africain? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Dubaï n'a pas toujours existé sous sa forme actuelle. Ses infrastructures, ses rues jonchées de gratte-ciel, la Burj Khalifa, la palme Jumeirah, rien de tout cela n'existait avant une certaine date. Quelques siècles avant JC, Dubaï était juste une mangrove, qui a ensuite disparu pour laisser place à un vaste désert. Il était habité par des commerçants bédouins nomades qui pratiquaient le commerce des perles. Mais le Dubaï que nous connaissons aujourd'hui n'a été fondé qu'en 1833 par la dynastie Maktoum bin Bouti. À partir de ce moment-là, elle fut considérée comme un village de pêcheurs à part entière. Dubaï va rapidement se développer sous le règne de la dynastie Al Maktoum. Les échanges commerciaux avec les Indiens, les Pakistanais s'accentuent grâce à l'exonération fiscale en 1884. Mais tout va changer alors à la découverte de l'or. Mais de quel or? De l'or noir en 1966. Dans les années 1960, la découverte de l'or noir accélère le procès de Dubaï. Grâce au coût particulièrement élevé du pétrole, Dubaï s'en met plein les coffres forts. Et c'est là que le cheikh Saïd Al Maktoum entame des projets qui vont à jamais changer le visage de cette ville. À la fin des années 60, la ville contenait déjà tout ce dont elle avait besoin. Des infrastructures de qualité, des routes, l'approvisionnement en électricité, le réseau de communication était disponible. Dubaï était déjà une ville assez complète dans les années 60. À la fin de la décennie, plusieurs structures ont été construites. Le port de Jebel Ali, le World Trade Center, l'usine de désalinisation, le tunnel Shindaga et le pont Garoud. C'est à partir des années 1980 que Dubaï a commencé à prospérer d'un point de vue économique. Le cheikh Rachid bin Saïd accélère la modernisation de la ville. Aéroports, complexes de loisirs et sportifs ont été construits. Et c'est à cette époque que Dubaï commence à considérer le tourisme comme étant l'une de ses principales sources de revenus. Et dans le même temps, le pétrole et le gaz sont découverts dans leur désert. Et ça va accélérer la montée en puissance de Dubaï. En 1990, Cheikh Rachid bin Saïd est décédé, laissant la place à son fils héritier. Ses projets, encore plus ambitieux que ceux de son père, ont transformé Dubaï en ce que nous connaissons aujourd'hui. Le visage actuel de Dubaï, on le doit aussi au fils du cheikh, qui a décidé de suivre son père dans son sillage en poursuivant son rêve de moderniser Dubaï et d'en faire l'une des meilleures destinations, l'une des destinations les plus prisées aujourd'hui au monde. On vient de partout pour visiter Dubaï. C'est près de 14 millions de touristes par an qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique pour découvrir ce que certains appellent aujourd'hui la 8e merveille du monde. Lorsqu'on voit d'où Dubaï est parti pour arriver à où il se trouve aujourd'hui, on a envie de se demander pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et remarquez une chose, tout est parti de la vision des pères fondateurs de Dubaï. Dubaï a toujours été une ville commerciale. Depuis le début, c'était le commerce des perles. Les populations, les nomades d'alors, vivaient de la pêche.
vivait des activités commerciales. Et Dubaï a à peu près gardé, on va dire, cette culture-là jusqu'à nos jours. La preuve, le World Trade Center et bien d'autres encore. Mais tout est parti de la vision de l'homme. Une fois que Dubaï est fondé en 1833, la dynastie qui a pris possession de Dubaï à l'époque avait une grande vision. Et les générations qui se sont succédées n'ont fait que suivre la vision. Et ce qui a fait de Dubaï ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, ils découvrent le pétrole en 1966. Et qu'est-ce qui se passe? Ils exploitent le pétrole et ensuite réinjectent les bénéfices dans le service public. Je veux dire, dans le développement des infrastructures, dans le développement de Dubaï, dans la construction des infrastructures enviables par leur grandeur, par leur magnificence. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment Dubaï est parti d'une mangrove, d'un désert de sable, un tas de sable, au paradis artificiel que nous avons aujourd'hui. Tout a commencé par la vision des pères fondateurs. La vision, c'est-à-dire là où on va. Les pères fondateurs de Dubaï s'étaient donné rendez-vous au sommet. Et tout ceci me fait un gros pincement au cœur quand j'en viens à penser à l'Afrique. L'Afrique a tout l'or du monde. Le Congo est qualifié de scandale géologique parce que le Congo a toutes les ressources minières qu'on rencontre ailleurs dans le monde. L'Afrique a le pétrole. L'Afrique a tout en fait. Mais paradoxalement, l'Afrique manque de tout. C'est lorsque tu vois comment Dubaï s'est développé que tu comprends que le problème de l'Afrique, ce n'est pas tant que cela la ressource. C'est ce qui manque le moins en Afrique. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la qualité des hommes qui la dirigent. L'Afrique a un problème de ressources humaines à la tête de ses institutions les plus importantes. C'est pour ça que malgré toutes les richesses, l'Afrique piétine toujours. L'Afrique est toujours là inerte. L'Afrique est toujours là à regarder les autres continents, les autres communautés se développer. Si comme l'émir de Dubaï, qui a développé Dubaï que nous connaissons aujourd'hui, nos dirigeants africains réinjectaient des ressources du sous-sol dans le développement de nos pays africains. Si nos dirigeants avaient le souci des prochaines générations en construisant des infrastructures durables, en investissant dans l'éducation, en investissant dans la création des emplois, je suis certain que beaucoup d'Africains rêveraient moins de Dubaï. Je pense que, en fait, s'il l'avait fait, au même titre que les Dubaïotes, le Dubaï tel qu'on le voit aujourd'hui serait en Afrique. Parce que ça n'a pas pris 50 ans pour développer le Dubaï. C'est en 1966 que tout a changé, à la découverte du pétrole. Et regardez où Dubaï se trouve quelques années plus tard. Pour changer, on n'a pas besoin de 3 siècles. On a juste besoin des hommes de qualité, de la ressource humaine de qualité. Et c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Ce problème est transversal, aussi bien au sommet des institutions qu'à la base de la société. Il est difficile aujourd'hui de trouver la ressource humaine de qualité en Afrique. Un intellectuel camerounais l'a dit, et c'est une vérité absolue. Pour qu'un pays ou un continent se développe, il faut que chaque personne se développe individuellement. Pour que l'Afrique se développe, il faut que le développement personnel soit inscrit au cœur de chaque Africain. Il faut que chaque Africain apprenne le développement personnel. Parce que le développement matériel n'est qu'une conséquence logique du développement spirituel, du développement intellectuel, du développement moral. Et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Je parle de l'Afrique comme ça, tu peux avoir l'impression que je m'adresse à l'Afrique. Non, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi en tant qu'Africain. Regardez ce qui s'est passé. Grâce à la vision d'un homme, un désert de sable est devenu l'une des destinations les plus prisées au monde. Et il a fait construire la Burj Khalifa.
828 mètres de hauteur. C'est la tour la plus haute au monde. Pour moi, c'est d'ailleurs la 8e merveille du monde. On pourrait citer d'autres choses que les hommes ont pu faire. Ils ont inventé l'avion. Les hommes ont inventé le téléphone. Les hommes ont inventé Internet. Les hommes ont construit les pyramides. La question que tu devrais te poser, s'ils ont pu le faire, pourquoi pas moi? S'ils ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Mais tout dépend de ta vision, de comment est-ce que tu vois ta vie. Est-ce que tu vis ta vie comme une fatalité? Genre, c'est pas ma faute, c'est le destin? Je ne fais que suivre une ligne qui est tracée depuis avant ma naissance? Ou tu prends ta vie en main et décides de ce que tu veux devenir? C'est ce qui détermine ce que tu vas devenir. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 30 ans? C'est ce que tu vas devenir. Nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons comme on se voit. Si tu te vois comme un vulgaire clochard qui ne va jamais avancer, qui va se contenter de faire ce travail toute ta vie, tu feras ce travail toute ta vie. Parce que nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons nos projections. Alors, si nous devenons nos projections, pourquoi ne pas te protéger? Pourquoi ne pas te projeter du bon côté? Pourquoi ne pas travailler à devenir meilleur? Pourquoi ne pas travailler à atteindre tes objectifs? À réaliser tes rêves? Car tu peux le faire. Parce que tout ce qui nous entoure, le téléphone depuis lequel tu me regardes, ton ordinateur, c'est le fruit de l'invention d'un homme. Et ces hommes ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme vous et moi qui ont eu une vision, à l'instar de Dubaï. C'est vrai que je ne vais pas cracher sur l'Afrique entière. L'Afrique anglophone se débrouille déjà pas mal. Et il y a un exemple que j'aime bien brandir à chaque fois, c'est le Botswana. Parce que le Botswana a eu à peu près le même itinéraire que Dubaï. En 1966, le Botswana fait partie des 22 pays les plus pauvres de la planète. Mais durant la décennie 70, quand on découvre le diamant au Botswana, ça change radicalement le Botswana et le transforme en un petit paradis en Afrique. Les Botswanais n'ont pas de problème d'emploi, les Botswanais n'ont pas de problème de santé, les Botswanais n'ont pas de problème d'éducation, les Botswanais n'ont pas les problèmes qu'on rencontre la plupart du temps en Afrique subsaharienne. Juste à cause de la vision d'un homme, Seretse Khama. Donc en définitive, je crois comme Barack Obama que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, au sens strict du mot. L'Afrique a besoin d'une institution forte. Et pour qu'une institution soit forte, il faut que les hommes qui les incarnent soient forts. Ce n'est pas fort en termes de force physique, c'est la force morale, c'est la force spirituelle, c'est la force intellectuelle. L'Afrique a besoin de leadership pour se développer. Et ce leadership, ce n'est pas que la responsabilité des dirigeants, c'est une responsabilité non seulement individuelle et collective. Merci d'avoir regardé cette émission. Si tu as aimé, merci de partager, abonne-toi et active la cloche de notification pour la prochaine émission. Et surtout, à très bientôt.